Et on est de retour avec un invité exceptionnel. Bonsoir Steve Bannon. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, comme Elon Musk, ancien conseiller du président américain. Vous partagez, comme lui, son goût pour la droite radicale et pour les ingérences politiques un peu partout dans le monde, et notamment en France. Vous étiez très proche de Donald Trump. Dès 2016, vous étiez même son directeur de campagne. À l'époque, Elon Musk, lui, votait démocrate. Ça vous a surpris qu'il finisse par basculer dans le camp Trump lors de la dernière élection, la réélection de Donald Trump? D'abord, merci d'être venu jusqu'ici dans le désert. J'apprécie vraiment. J'étais bien sûr très proche du président Trump lors de la première campagne. On a vécu le plus beau comeback de l'histoire en battant Hillary Clinton. Je suis toujours très proche du président, même si maintenant je donne mes conseils surtout dans mon podcast. Ouais, vous animez aujourd'hui l'un des podcasts les plus écoutés des États-Unis. Pourquoi, à l'époque, Elon Musk, vous n'avez pas réussi à le convaincre de voter pour Trump? Qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk faisait partie de ce que j'appelle les oligarques de la Silicon Valley. Rappelez-vous, au départ, c'était un démocrate très progressiste, très concerné par le changement climatique. C'est le premier qui a réfléchi au populisme aux États-Unis. Il s'est rendu compte que Trump allait vraiment gagner en 2024. Tous les autres oligarques, c'est très important, tous les autres de Mark Zuckerberg à Jeff Bezos, ce n'est que le soir des élections, qu'après la victoire de Trump, qu'ils sont allés à Mar-a-Lago chez lui. Mais Elon, lui, l'avait anticipé. Il a un esprit mathématique, c'est un ingénieur. Il avait vu ce que le futur réservait à la politique américaine. Et Elon Musk, il est un peu le symbole de la bascule des élites, des milliardaires derrière la droite radicale américaine? Il a investi entre 200 et 250 millions de dollars. Personne n'a jamais dépensé autant d'argent et surtout il a investi l'argent là où il le fallait. Il l'a mis sur le terrain. Le gros problème que j'ai avec Elon et les oligarques, c'est sur l'immigration. Ils sont vraiment pour ouvrir grand les vannes. Parce que justement, c'est ça qui est étonnant. Avec Elon Musk, tous les deux, vous avez des opinions qui sont assez similaires et pourtant, parfois, vous avez des mots très dur entre vous. Elon Musk, l'an dernier, vous l'avez qualifié d'étranger en situation irrégulière qui devrait être immédiatement expulsé du pays. C'est pas très sympa pour un allié politique. Je le pense toujours. Il faudrait expulser Elon Musk. Je pense que s'il n'est pas entré légalement sur le territoire, on doit lui appliquer la même règle que pour tout le monde. Comme Mamdani. Je pense que Mamdani devrait être dénaturalisé. Mamdani, donc le nouveau maire de New York. Le nouveau maire socialiste de New York, le djihadiste. Je crois pas que... Vos propos, il n'est pas djihadiste. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il est très lié à des djihadistes. Et je pense que si vous regardiez de près ses documents de naturalisation, vous constateriez que ses parents et lui sont très liés aux frères musulmans. Je pense que les documents de naturalisation d'Elon Musk et d'autres devraient tous être vérifiés. Ce que je veux rappeler, c'est qu'Elon, c'est un étranger. Il est américain seulement parce qu'il est arrivé ici et qu'il a été naturalisé. Et il est en même temps le plus grand promoteur des visas de travail pour les étrangers. C'est là-dessus qu'on s'affronte. Et c'est pas qu'il y a un peu de concurrence déplacée ou de jalousie entre vous? Non, non, non. C'est le nouveau chouchou du président, c'est un peu le nouveau Steve Bannon. Elon Musk est bien sûr l'un des plus grands innovateurs du monde de la technologie, ok? C'est l'un des plus grands entrepreneurs. Je ne conteste jamais ce point. Mais je combats les adversaires du populisme ici aux États-Unis. L'un de nos plus gros problèmes est un problème que vous avez aussi chez vous, mais vous détournez le regard. C'est l'immigration de masse. Je réclame un moratoire de 10 ans sur toutes les migrations vers les États-Unis, parce que tout ça est une arnaque. Ça vole le salaire des travailleurs de ce pays. Nos combats avec Elon sont avant tout politiques. Parfois c'est personnel, mais c'est avant tout politique. Ouais, parce qu'on a regardé quand même ce que disait Elon Musk de vous sur son compte Twitter en 2025. Il vous a mentionné à 17 reprises et en général, c'était pour vous insulter. Il vous a traité d'attardé, de criminel, de menteur. Oui, c'est devenu très personnel, alors qu'au départ, c'est politique. Je pense qu'il est en colère parce que je suis en train de gagner. Toutes les réformes de ces derniers mois montrent qu'on est définitivement sur le point de remporter le débat sur toutes les politiques d'immigration. Alors, vous avez des divergences avec Elon Musk, mais vous avez aussi pas mal de points communs, et notamment ceci, on a vu dans le reportage ce geste qui ressemble beaucoup à un salut nazi fait par Musk l'année dernière.
en pleine polémique. Vous-même, quelques semaines plus tard, vous étiez rendu à la tribune d'un rassemblement conservateur. Et vous aviez, vous aussi, levé le bras comme ça. C'était un salut nazi. Alors déjà, je fais ce geste à la fin de plein de discours. C'est totalement ridicule. Je fais toujours ce signe de main à la foule. Vu le contexte, Ça n'a rien à voir avec un salut nazi, c'est un salut à la foule. Les gens me voient tout le temps faire ça. c'est pas un salut nazi, ça. Absolument pas. Et je ne pense pas qu'Elon Musk ait fait un salut nazi lui non plus. Je ne l'ai jamais accusé de ça et je pense qu'aucun militant de la droite conservatrice l'a accusé de ça. Encore une fois, ce sont juste les médias. C'était pas un peu de la provocation quand même? À minima, un geste ambigu? Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu un salut nazi dans votre geste, et pas que des gens de gauche. L'an dernier, Jordan Bardella, qui est président d'un parti que vous connaissez bien et que vous soutenez en France, le Rassemblement national, avait publié un communiqué disant « Alors que je n'étais pas présent dans la salle, l'un des intervenants, donc vous, s'est permis par provocation un geste faisant référence à l'idéologie nazie. Par conséquent, j'ai pris la décision immédiate d'annuler mon intervention prévue cet après-midi lors de l'événement. » Jordan Bardella. Déjà, je pense qu'il a annulé son intervention parce qu'en réalité, il ne parle pas bien anglais et qu'il ne voulait pas venir ici. Mais si c'était la vraie raison, ça montre encore une fois qu'il n'est pas prêt à devenir président de la France. Je suis un grand partisan de la candidature de Marine Le Pen. J'espère que le système judiciaire va fonctionner. Oui, parce que Marine Le Pen qui va être jugée en appel bientôt. Bardella, je l'appelle le gamin. C'est un poids-plume. Il est incapable de sortir la France de la crise. Comment vous qualifiez cette attitude, cette réaction de Jordan Bardella? Il a peur, c'est pour ça que je dis que c'est un petit garçon. Il a peur des médias. Quand les médias vous attaquent, vous devez riposter et contre-attaquer. Si c'est lui le... Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le président Trump et son mouvement sont si puissants et qu'on devient de plus en plus fort chaque jour, c'est qu'on ne tient absolument pas compte des médias traditionnels. On riposte, on les détruit et on passe à autre chose. Si vous vous mettez à genoux, c'est ce qu'il a fait, il s'est mis à genoux pour un petit incident bidon et inventé. Vous n'êtes pas prêt à gouverner, à vous jeter dans la fosse au lion qu'est la politique moderne. Mais si Jordan Bardella est l'année prochaine le candidat du Rassemblement national, parce que Marine Le Pen en est empêchée par la justice, vous le soutiendrez malgré tout? Il faudrait que j'y réfléchisse. Il faudrait que j'en parle aux bonnes personnes. Nous soutenons Marine Le Pen. Nous soutenons le Rassemblement national, le Front national. Nous pensons que ces personnes sont formidables et qu'elles font un excellent boulot. Elles se battent depuis longtemps. On y est allé de nombreuses fois pour participer à des événements avec eux et les soutenir. Et je crois qu'elle sera la prochaine présidente de la France. Son histoire de procès est une machination. C'est ce qui s'est passé pour Bolsonaro au Brésil ou pour le président Trump. Il a été inculpé 92 fois et il était passible d'une peine de prison de 300 ans. Moi-même, je suis allé en prison. On voit clair dans leur petit jeu, les élites mondialistes sont si désespérées qu'elles vont essayer de mettre les gens en prison. Il y a des faits, il y a une justice française il y a une justice française indépendante qui a condamné Marine Le Pen pour détournement de fonds publics. Ces accusations contre Marine Le Pen sont une vaste blague. C'est la dernière chance de l'élite mondialiste d'essayer d'arrêter. C'est une vision un peu complotiste de la situation en France. On a une justice qui est indépendante quand même chez nous. C'est indépendant sur le papier. Arrêtez un peu. La justice n'est pas indépendante, le système judiciaire est inextricablement lié aux élites mondialistes. C'est la même chose aux États-Unis, en Angleterre et en France. Vous êtes si naïf? Il vous suffit d'un bout de papier où c'est écrit « Oh, nous sommes indépendants, regardez Le Pen ». On a lu dans la presse que les magistrats qui ont condamné Marine Le Pen pourraient être interdits de séjour aux États-Unis. Est-ce que vous seriez pour cette mesure de rétorsion? Je suis 100% pour. C'est comme ça qu'on responsabilise les gens. Il faut envoyer un message fort. Si vous commencez une guerre judiciaire, eh bien vous n'êtes plus le bienvenu aux États-Unis. C'est quand même une atteinte à la souveraineté de la France et à l'indépendance de sa justice, ce genre de mesure de rétorsion. En quoi la souveraineté de la France devrait s'étendre aux États-Unis? Il ne devrait pas être autorisé à venir ici aux États-Unis. Il ne s'agit pas de la souveraineté de la France, mais de notre souveraineté. Alors, il y a un Français qui a déjà été, lui, interdit de sol américain. C'est Thierry Breton, qui, lorsqu'il était commissaire européen, avait engagé un bras de fer contre Elon Musk pour la régulation des réseaux sociaux. Vous pensez, vous, que c'est une bonne chose que Thierry Breton ne puisse pas venir aux États-Unis? Je pense que c'est très puissant. Ça envoie un message très fort. Vous allez devoir rendre des comptes. Et il n'est pas dangereux, Thierry Breton? Il ne menace pas la sécurité des États-Unis?
Mais ça envoie un message très puissant. On le voit dans vos questions. Le message, c'est vous devez être juste, en particulier envers les entreprises américaines. Est-ce que les États-Unis sont en guerre contre l'Europe et l'Union européenne? Le problème, c'est pas les nations européennes, vous êtes censés être nos alliés. Mais il y a 3 choses qui vont détruire l'Union européenne. D'abord le Brexit, je m'y suis personnellement investi avec Nigel Farage. Ensuite l'élection de Donald Trump et ses politiques nationales populistes. Enfin, le dernier élément qui va vraiment tuer l'Union européenne, ce sera l'élection de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Parce que vous savez, l'Europe repose seulement sur l'Allemagne et la France. Et en ce moment même, ces 2 pays traversent une crise économique. C'est pour ça que je pense que Marine Le Pen va intervenir. Quand elle sera élue en 2027, elle va renverser les choses. Pour la campagne présidentielle française de 2027, vous comptez intervenir d'une manière ou d'une autre? Je ne pense pas que Marine Le Pen et le Rassemblement national aient besoin de l'intervention de quelque Américain que ce soit. Ils m'ont invité par le passé à certaines de leurs conférences. Je pourrais lui donner mon avis, comme je le fais toujours. Je suis un de leurs plus grands supporters. Aux États-Unis, non seulement je suis de loin le plus grand fan de Marine Le Pen, mais en plus je parle tout le temps d'elle et du Rassemblement national dans les médias. À l'époque, vous l'avez aussi un peu aidé à lever des fonds. En tout cas, il y avait des informations en ce sens. Vous avez apporté un soutien financier au Rassemblement national? Un soutien financier? Non, jamais. Je n'ai jamais apporté de soutien financier à aucun parti politique américain, donc certainement pas à des partis étrangers. Alors, il y avait eu quand même dans un documentaire qui s'appelait The Brinks, diffusé en 2019, on vous voit en réunion avec l'état-major du RN, notamment Louis Alliot, qui est vice-président du parti, et à un moment, vous abordez les questions des finances du parti. Les 2 millions d'euros, ça correspond à vos frais pour juillet et août? On peut parler de tout ça. Tu as besoin d'autre chose? À l'époque, vous demandez à la caméra de s'éloigner un petit peu, mais quand vous... Oui, je crois que c'était une réunion que nous avions eue à Londres, au Browns Hotel. Exactement. Et vous parlez de l'argent du Rassemblement national, alors que, normalement, il est interdit en France qu'une personnalité étrangère finance un parti politique. Mais je donnais seulement des conseils très généraux sur la manière dont ils devraient lever des fonds en France. À l'époque, nous avons dû voir 7 ou 8 partis politiques différents là-bas. Et je n'ai jamais levé des fonds pour le Front National. Ils n'en ont jamais eu besoin. Vous avez donné des conseils financiers, mais vous n'avez pas donné d'argent ou aidé à donner de l'argent, c'est ça? Non, des conseils généraux sur la façon dont les partis peuvent lever des fonds. Comment procéder pour obtenir de petits dons, comment parler aux gros donateurs, comment rendre leur programme acceptable pour tous les gens. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait d'être un patriote et se mêler de la situation politique intérieure de pays étrangers? Non, je ne pense pas du tout. Je pense même que c'est le contraire. On a plein d'amis qui partagent les mêmes idées. Nigel Farage et sa campagne du Brexit. On est très proche de l'AfD en Allemagne. On les invite souvent dans mon émission. On essaie de montrer que nous avons des points communs au-delà de l'ordre international d'après-guerre dirigé par des mondialistes qui pensent tous la même chose. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans les ingérences extérieures? On a vu la semaine dernière le président du Venezuela, Nicolás Maduro, qui a été enlevé par des forces armées américaines. Le département d'État américain a publié un communiqué en expliquant que c'est notre hémisphère et le président Trump n'autorisera personne à menacer notre sécurité. Ça veut dire quoi, c'est notre hémisphère? Vous pouvez intervenir partout. Les États-Unis sont les rois du monde. Non mais là on parle du Venezuela. Ce n'est pas un kidnapping. Suivant la loi américaine, ils ont exécuté un acte d'accusation d'un tribunal de New York au sujet de blanchiment d'argent. Ça viole quand même le droit international et ça a choqué beaucoup de monde. C'est complètement faux. C'est ça les médias traditionnels. Vous vous trompez sur les faits et vous les présentez comme si c'était la réalité. Dans la loi américaine, on peut exécuter un acte d'accusation n'importe où dans le monde, et c'est ce qui s'est passé. Des charges de narcoterrorisme, des charges liées aux armes. Et d'ailleurs, les gens ne sont pas choqués ici aux États-Unis. Et donc Donald Trump pourrait... L'armée américaine a aidé. Il pourrait intervenir n'importe où, dans n'importe quel pays. On extrade tout le temps des gens. Sur la question du Groenland qui appartient au Danemark, c'est la souveraineté danoise. Pensez que Donald Trump devrait annexer le Groenland?
On parle de défense de l'hémisphère. Je suis un ancien officier de marine et je peux vous dire que le Groenland est absolument essentiel à cause des sous-marins russes qui viennent de l'Arctique. Ce serait une déclaration de guerre. Mais il faut revenir à la question. Quels droits les Danois ont-ils véritablement sur les peuples autochtones du Groenland? Et ce que dit le président Trump, c'est « Nous allons discuter avec ces gens, leur présenter quelques alternatives, comme s'allier avec les États-Unis, ou peut-être devenir une partie des États-Unis, devenir un territoire, ou peut-être simplement trouver un autre accord. » Vous avez entendu la réponse du Danemark, la première ministre, qui a expliqué que si jamais il y avait une annexion, tout était fini, il n'y aura plus d'alliance entre les... J'y crois pas un instant. Si le peuple du Groenland prend une décision indépendante pour s'éloigner de son maître colonial, je ne pense pas que l'OTAN s'écroulera. L'OTAN a des problèmes bien plus importants à gérer, et ils concernent l'Ukraine. J'ai une dernière question d'actualité sur un tout autre sujet. Ces dernières semaines, la justice américaine a déclassifié des dizaines de milliers de documents dans l'affaire Jeffrey Epstein, ce millionnaire américain qui était accusé de trafic sexuel de mineurs, et on a découvert que vous étiez très proche. Il y a beaucoup de photos, des mails dans lesquels on voit que vous étiez amis. Et comme notre sujet de ce soir, c'était Elon Musk, justement, il s'en est servi et il a publié plusieurs messages en expliquant Steve Bannon est dans les fichiers Epstein, il devrait retourner en prison. Non, mais en fait, j'étais en train de faire un film, un documentaire. Un peu comme vous, j'avais obtenu des accès pour faire un documentaire. On voit quand même que vous êtes très amis, très proches, que vous le conseillez, alors qu'il est déjà à l'époque inculpé pour trafic sexuel de mineurs. Non, pas des amis proches, pas du tout. J'avais une relation professionnelle avec lui qui concernait ce documentaire. Il vous qualifie d'amis, en tout cas, dans des messages, dans des mails qui ont été déclassifiés. Peut-être, mais j'ai eu une relation professionnelle avec lui, une relation de business pour le tournage d'un film. Ça m'inquiète pas du tout. C'est comme les accusations contre Trump. Absurde. Tout ça va sortir, tout sera publié, et je pense que mon film fera du bruit quand il va sortir. En 2026, j'espère. Eh bien, merci beaucoup, Steve Bannon, de nous avoir accordé cet entretien. Et espérons que Marine Le Pen gagne l'année prochaine, en 2027. On a compris que vous restiez un fervent partisan de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Steve Bannon. Merci à vous tous de nous avoir suivis.